Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 et 18h à Paris. À la une d'actualité, le convoi militaire français qui avait été bloqué pendant plusieurs jours par des manifestations au Burkina Faso a été attaqué samedi à Terra, dans l'ouest du Niger. Il y a au moins 3 morts. Le convoi se rendait à Gao, au Mali. On retrouvera Cyril Payen qui est avec nous. Il revient tout juste de Gao. Bonsoir Cyril. Et on retrouvera à Gao justement le capitaine François Xavier, commandant d'unité du 2e régiment étranger de parachutistes, qui est également le chef du convoi. Le variant Omicron est hautement transmissible et exige une action urgente, ont prévenu les ministres de la Santé des pays du G7 à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par Londres. On retrouvera à 18h15 pour notre fait du jour Yves Buisson. Il est épidémiologiste et président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine. Enfin, le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a reproché aux représentants syndicaux qu'il a rencontrés en Guadeloupe leur refus de condamner clairement les récentes violences aux Antilles. Il a fait d'une telle condamnation un préalable au dialogue pour le gouvernement. Il faut... Et on démarre avec l'actualité en Afrique et ce convoi militaire français qui avait été bloqué, souvenez-vous, pendant plusieurs jours par des manifestations au Burkina Faso. Il a été attaqué samedi à Terra, dans l'ouest du Niger, où des heurts ont fait au moins 3 morts. Vous voyez les images. Le convoi se rendait à Gao, au Mali. Cyril Payen, je le disais, vous revenez tout juste de Gao. Bonsoir à vous. Bonsoir. Gao où se trouve d'ailleurs la base opérationnelle française. Et on y retrouve tout de suite à Gao le capitaine François Xavier, commandant d'unité du 2e régiment de parachutistes, chef du convoi, un convoi qui comptait 250 hommes et 100 véhicules. Bonsoir à vous, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Gao. Que s'est-il passé? On sait pour le moment qu'il y a 3 morts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Bonsoir. Écoutez, donc on devait escorter un convoi d'Abidjan jusqu'à Gao. Nous avons commencé notre convoi le dimanche 14 novembre. Nous avons fait face à des premières manifestations, des premières provocations et intimidations au Burkina Faso de la part de manifestants assez déterminés. Nous avons été bloqués une première fois à Kaya, au Burkina Faso, ce qui a nécessité d'attendre que la situation se calme avant de traverser. Et nous avons fait face une deuxième fois à un blocage, cette fois-ci à Terra au Niger, donc samedi matin, samedi 27 novembre. Cette fois-ci, ce blocage était beaucoup plus important, était beaucoup mieux organisé. Et surtout, cette fois-ci, l'ensemble du convoi a été attaqué, dont notamment les civils que nous devions escorter. Vous avez une idée sur l'identité, justement, des personnes qui ont attaqué ce convoi? Non, j'ai pas d'éléments particuliers. Bon, pour moi, c'était je pense des manifestants de la région de Terra, mais j'ai pas de renseignements sur leur identité. Alors, capitaine François Xavier, est-ce que vous pouvez, on est en train de voir des images qui ont été tournées au sein de votre convoi, des images assez impressionnantes, et ce sont les premières images qu'on a de votre côté, je dirais, puisqu'il y a beaucoup d'images sur les réseaux sociaux au Sahel qui se sont propagées ces derniers jours. Comment vous avez vécu, notamment à Terra, vous le disiez, on était dans un autre degré, une autre intensité de violence. Comment vous, en commandant de ce convoi qui avait déjà été retenu au Burkina Faso, comment vous avez vécu ce regain de tension, cette énorme violence qu'on voit au moment où on en parle samedi matin au Niger, à Terra? C'est sûr qu'on a fait face à une situation qui était vraiment inattendue. Il a fallu rester calme, rester patient. Et d'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour saluer vraiment l'état d'esprit de mes hommes qui ont fait preuve de patience, de maîtrise et de réactivité depuis le début. Parce qu'il a fallu garder son calme, garder sa maîtrise malgré la situation qui dégénérait. On parle de manifestations au début. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait face à des scènes de guérilla urbaine. C'était des manifestants armés, capitaine François Xavier, ils étaient armés. Vous avez été sous le feu de cocktails Molotov, d'attaques précises sur vos hommes. Comment ça s'est passé exactement? J'ai pas le détail. Violente. On a suivi vraiment de nos jets de pierre. En fait, les premiers
premier 4h45, heure à laquelle on s'est présenté à Terra. À partir du moment où on a franchi le premier pont qui permettait de rentrer dans la ville, là, ça a été une pluie de pierres, de jets de pierre non-stop. Alors la question évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est les bilans. Il y a eu 2 manifestants confirmés tués hier, un troisième qui est décédé à l'hôpital de Terra il y a quelques heures. Il y a une bonne dizaine de manifestants grièvement blessés. Comment vous, d'après vous, on explique ce bilan assez très lourd sur le terrain ? Écoutez, bon, j'ai bien pris en compte, j'ai suivi le bilan des autorités nigériennes, mais moi je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer le bilan qui a été annoncé. Moi, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu à l'issue du dernier barrage que nous avons pu franchir, c'est qu'il y a eu 2 blessés qui ont été évacués en ambulance. Moi, je l'ai vu puisque j'étais en première ligne. Et ensuite, une fois que le barrage a été écarté par mes hommes, on a pu reprendre la route. Moi, j'ai pas d'éléments. Je sais qu'il n'y a pas eu d'utilisation d'armes contre la foule. Donc, j'ai pas d'éléments. Je ne peux pas confirmer le bilan qui a été annoncé. Et donc sur ces images qu'on voit, c'est votre premier mandat, c'est votre premier séjour, si je ne m'abuse, pour l'opération Barkhane qui est en pleine transformation. Vous le savez, vous êtes un jeune officier, vous avez 32 ans. Est-ce que vous avez aussi, moralement, vous avez été choqué par ce sentiment anti-français, puisqu'on a vu ces images, c'était des manifestations qui vous visaient, vous, soldats français. Comment vous l'appréhendez, vous, avec vos hommes, ça, maintenant ? Ah oui, c'était effectivement ma première mission. Choqué par le sentiment anti-français, oui, mais en fait surtout choqué par la violence des événements. Et voilà, ce qui est particulier pour un commandant d'unité, c'est d'arriver à maîtriser les hommes qui permettent d'escorter le convoi, mais à s'assurer aussi que la mission soit remplie. On escorte des civils qui ont été également blessés. Et je sentais que la situation pouvait vite dégénérer. Mon objectif, c'était vraiment de sortir de ces situations qui étaient très tendues. Donc il faut arriver à, d'un côté, commander les hommes et leur donner les bons ordres pour que ça soit fait de manière maîtrisée et contenue, et s'assurer qu'on garde la main sur le convoi. Et je le redis, moi je reste vraiment, je salue vraiment le professionnalisme de mes hommes qui ont réussi à rester maître de la situation malgré cette menace permanente, et surtout malgré cette violence à laquelle on a pu faire face pendant quasiment 5 heures d'affrontement. Donc le convoi est arrivé à bon port à Gao. C'est une situation inédite, ces manifestations au Burkina Faso, au Niger. Est-ce que selon vous, opérationnellement, ça va remettre en cause ces convois qui sont logistiques, qui sont si importants ? Là, c'était le 32e convoi depuis le début de l'opération à Gao. Est-ce que ça remet en cause le mode opératoire qui est, on le sait, ce cordon ombilical qui relie le continent aux forces françaises à Gao ? Est-ce qu'on va changer de méthode à cause de ce qui s'est passé ? Alors moi, je ne pourrais pas vous dire si les méthodes vont changer. Ce qui est sûr, c'est effectivement, vous l'avez signalé, ce convoi existait déjà. Il a été fréquemment emprunté par la force Barkhane pour du transport logistique. Il n'y a jamais eu de problème. Je pense que ça fait quasiment un petit peu moins de 10 ans que ça existe. Et la force Barkhane a toujours été bien accueillie lors de ces traversées. Donc là, je pense que c'était effectivement une situation qui est inédite. Est-ce que de là à remettre en question le fonctionnement, je ne suis pas en mesure de vous répondre à l'heure actuelle. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, capitaine François-Xavier, commandant d'unité du 2e régiment de parachutistes, chef donc du convoi. Et merci beaucoup Cyril. Cyril Payen, vous reveniez tout juste de Gao. Dans le reste de l'actualité internationale, le variant Omicron est hautement transmissible et exige une action urgente. C'est ce qu'ont prévenu, en tout cas ce qu'ont dit les ministres de la Santé et des pays du G7 à l'issue d'une réunion d'urgence convoquée par Londres. Les ministres ont salué le travail exemplaire de l'Afrique du Sud qui a su détecter ce variant et alerter les autres. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, justement, a alerté sur les disparités mondiales en matière de vaccination. L'écart entre pays riches et pays pauvres est abyssal. On fait le point avec ces images commentées par Florent Redeau. L'OMS est catégorique. Pour stopper la propagation mondiale du Covid-19, 60 à 70% des habitants de la planète doivent être vaccinés. Aujourd'hui, ce taux est de 42%, un chiffre qui cache des écarts abyssaux, et cela inquiète les experts.
Dans les économies développées, le taux de vaccination est sans surprise très élevé. 88% aux Émirats arabes unis et au Portugal par exemple. En 2021, la plupart des pays riches ont acheté assez de doses pour vacciner leur population près de 3 fois. Un luxe que ne peuvent pas s'offrir les pays à plus faible revenu. Malgré de nombreuses promesses d'aide, ils comptent seulement 2% de vaccinés complets. Un pays illustre bien ces disparités, c'est le Nigeria, première économie d'Afrique et pays le plus peuplé de son continent. Sur place, seulement 1,7% de la population est entièrement vaccinée et 3% ont reçu au moins une dose. Un accès très inégal au vaccin qui pose aussi problème pour le contrôle de l'épidémie, car des formes variantes, plus résistantes à la vaccination, risquent d'apparaître dans les pays moins développés pour ensuite se retrouver dans les pays à plus fort revenu. C'est le cas du nouveau variant Omicron, détecté en Afrique du Sud la semaine dernière. Il s'est déjà largement propagé aux 4 coins du globe. Voilà, et on en parlera dans 5 petites minutes avec le professeur Yves Buisson, épidémiologiste. Le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a reproché aux représentants syndicaux qu'il a rencontrés en Guadeloupe leur refus de condamner clairement les récentes violences aux Antilles, notamment contre les forces de l'ordre. Il a fait d'une telle condamnation un préalable au dialogue pour le gouvernement. Sébastien Lecornu se trouve donc aux Antilles pour tenter d'apaiser les tensions en Guadeloupe et en Martinique. Les discussions avec les syndicats guadeloupéens ont duré 10 minutes. Jean-Baptiste Marteau, envoyé spécial de France Télévisions en Guadeloupe. La rencontre entre une délégation de syndicats guadeloupéens et le ministre des Outre-mer aura duré 10 minutes, avec parmi eux le leader Elie Domota, arrivé avec 1 heure de retard et une courte déclaration à lire au ministre. La discussion a tourné court car en préalable, Sébastien Lecornu leur a demandé de condamner clairement les violences de ces derniers jours. Refus catégorique des syndicalistes qui demandent à être reçus à une trentaine. Dialogue de sourds et devant notre caméra, Sébastien Lecornu justifie cette demande initiale de condamner les violences pour ouvrir toute discussion. Et le ministre des Outre-mer nous explique que la nuit dernière, en Martinique, des manifestants qui tenaient des barrages ont exigé des faveurs sexuelles aux soignantes qui voulaient passer. Vous voyez clairement, le climat n'est pas du tout celui propice à une négociation constructive. Place désormais aux élus locaux qui sont attendus ici à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Je vous propose d'écouter le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, à la sortie justement de cette très courte rencontre. Il n'y a pas de négociation possible dans ces conditions. Donc tout le monde doit au moins prendre ses responsabilités. Ce sont des responsables syndicaux qui font beaucoup de politique. Ils doivent donc condamner clairement les violences. Donc les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, les Martiniquaises et les Martiniquais sont les principales victimes malheureusement. Donc moi je reste disponible pour négocier, pour discuter. Je suis là, mais dans le bon ordre. Après 20 ans de coopération économique entre la Chine et l'Afrique, particulièrement dynamique et porteuse d'espoir pour le continent, le forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert ce dimanche à Dakar. Il devrait marquer le pas sur les précédentes éditions, le tassement d'une dynamique. Cécile Galuccio. Le forum sur la coopération sino-africaine, c'est le 8e rendez-vous entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Mais cette année, pour la première fois, le président chinois n'a pas fait le déplacement. Ce sont ses ministres qui sont à la manœuvre. Officiellement, Xi Jinping préfère rester chez lui en période de pandémie. Officieusement, cela traduit le ralentissement d'une dynamique entre les deux partenaires. Il y a plus de 20 ans, la Chine se positionne en Afrique jusqu'à devenir aujourd'hui son premier partenaire économique. Mais pas n'importe où, là où Pékin en retire des intérêts. Par exemple, au Nigeria, grand producteur de pétrole, au Kenya pour des projets d'infrastructure, ou encore en Zambie pour son cuivre. Les échanges commerciaux sont passés de moins de 10 milliards de dollars à 200 milliards, avec un record en 2013, grâce à son vaste plan terrestre et maritime, les nouvelles routes de la soie. Ponts, ports, autoroutes, barrages. Aujourd'hui, un chantier sur 3 est chinois sur le continent. Une présence qui a un prix, la redevabilité et la dépendance financière. La Chine est le principal bailleur de l'Afrique. En 20 ans, Pékin a prêté au pays du continent plus de 153 milliards d'euros. Une créance très variable d'un État à un autre. Et parfois, les emprunts sont remboursés en nature, c'est-à-dire en pétrole ou en cobalt. Au fil du temps, cette dépendance crée un sentiment de méfiance envers Pékin. Dès 2018, on voit apparaître des manifestations contre la présence chinoise, comme ici, en Zambie.
Pour certains, c'est la dimension politique de la relation qui pose problème, et notamment l'alignement de nombreux pays africains sur la position de la Chine à l'ONU. Pour d'autres, c'est la corruption et le droit du travail qui sont pointés du doigt. Quoi qu'il en soit, les niveaux d'investissement chinois sont en chute libre en Afrique, tout comme les montants des prêts. Officiellement, c'est une fois de plus à cause de la pandémie. Mais cette baisse a commencé en 2018, soit bien avant l'arrivée du Covid-19.